l'architecture est un des enjeux dont le ministère s'est très tôt emparé, et le ministère intervient dans ce domaine à travers de multiples canaux d'accès. J'en identifie un à ma droite que vous connaissez, qui est Alain Deray, le directeur de l'école nationale d'architecture supérieure d'architecture de Montpellier. L'enseignement de l'architecture est aujourd'hui une mission conjointe qui s'exerce sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de... Alors, est-ce que ça existe encore, ces choses-là? Oui, ces choses-là. L'enseignement supérieur et la recherche? Oui. Bon. J'ai vu que Furaso n'avait pas été remplacé. Mais ça existe encore. La mission est conservée, c'est bien. Donc sous cette double tutelle. Par ailleurs, vous savez que l'organisation de l'État dans les régions accorde une large place à l'architecture, à travers notamment ils sont à ma droite et à ma gauche, deux des piliers de l'intervention dans le domaine de la création architecturale, à travers les avis qu'ils émettent sur les projets qui leur sont soumis, le conservateur régional des monuments historiques, Delphine Christophe, et l'architecte des bâtiments de France, ici Patrick Bertrand, qui exerce en Lozère, et dans chaque département, donc vous avez des staffs qui sont chargés d'émettre des avis, alors, simples ou conformes, suivant les cas, de manière à essayer de préserver la qualité de l'architecture, autour notamment des monuments que nous avons protégés, que l'État protège, puisque c'est une des prérogatives de l'État, que d'identifier les bâtiments, aussi bien d'ailleurs anciens qu'aujourd'hui des bâtiments du XXe siècle, qui méritent une protection. On a d'autres outils que la protection monuments historiques, notamment le label, à travers le label patrimoine du XXe siècle. Et la semaine prochaine, je crois, le 21 jeudi, nous allons à Perpignan, où un ensemble de bâtiments du XXe siècle ont fait l'objet de cette reconnaissance architecturale par l'attribution d'un label qui peut avoir des ramifications parfois originales. On a notamment l'an dernier lancé une campagne de labellisation autour des 4 coopératives de la région Languedoc-Roussillon. Et vous dire la largeur des champs qui sont ceux de la préoccupation architecturale des directions régionales des affaires culturelles. J'oublie certainement d'autres domaines d'intervention sur l'architecture. Cette problématique architecturale, elle est majeure pour le ministère de la Culture parce que, et c'est pas vous que l'apprendrez, c'est l'architecture définit le cadre de vie dans lequel nous évoluons et il a une incidence majeure sur la qualité même de ce cadre de vie et évidemment aussi sur ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu galvaudée, mais je vais quand même l'utiliser, qu'on appelle le vivre ensemble. La manière qu'on a de vivre en société est à l'évidence largement déterminée par les cadre architectural dans lequel nous évoluons. On a beaucoup parlé des bars qui ont été construites il y a 50 ans, un peu 60 ans même peut-être, un peu plus, après la reconstruction, bars qu'aujourd'hui on démolit allègrement pour les remplacer par d'autres solutions, parce qu'on leur a attribué, à ces ensembles tous les maux, et on en a fait les victimes expiatoires de difficultés sociales, de difficultés à partager un espace commun. C'est peut-être excessif, et comme dans tout excès, il y a souvent une part de vérité, il y a sans doute aussi dans cette vindicte une part de vérité. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, la DRAC s'est engagée à l'initiative de Delphine Christophe il y a 3 ans dans cette promotion des événements de l'architecture dans son ensemble et de ses acteurs. J'ai oublié un acteur, mais ils sauront se rappeler après, que sont les CAE dans les départements, qui ont un rôle de conseil, d'accompagnement auprès des particuliers, ou même d'ailleurs des collectivités, dans le développement
des projets architecturaux de qualité. Et donc il y a 3 ans, on a lancé ce mois de l'architecture qui a aujourd'hui, je crois, vraiment pris sa place dans le paysage architectural et culturel du Languedoc-Roussillon. Il y a plusieurs étapes dans cette promotion de l'architecture dans l'année, la fête de l'architecture également, au mois de novembre. Et vous êtes aujourd'hui, et un certain nombre sont parmi nous, plus d'une centaine à avoir rejoint cette manifestation. Je voudrais tous vous remercier et Patrick Ginfranc vous en dira davantage et ensuite c'est vous qui prendrez la parole et répondrez aux questions bien sûr qui pourront vous être posées. Alors vous avez vu, j'en dis juste un mot, mais après vous pourrez échanger avec les créateurs qui sont parmi nous, que la DRAC est l'objet, le site de la DRAC est l'objet d'une promotion immobilière importante en ce moment, puisqu'il y a une opération immobilière qui est lancée sur le site de la DRAC, avec notamment, dans le cadre d'un éco-quartier, vous savez, ces concepts nouveaux qui se développent pour essayer de promouvoir là aussi certains aspects de la qualité architecturale. Donc les architectes c'est cabinet architecture, c'est ça, qui sont présents, pourront vous répondre sur ce projet donc immobilier qui devrait, on l'espère, ne pas trop affecter le jardin de la DRAC, qui est quand même encore un bel espace protégé. Extraordinaire dans cette aventure, c'est le réseau. Donc le réseau, c'est l'école d'architecture. Je crois que tout le monde est à peu près présent aujourd'hui. C'est l'Ordre des architectes, c'est l'Union régionale des CAE, chaque conseil de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement, chaque département a un CAE, et se regroupe autour d'une association régionale pour fédérer leurs actions. C'est la maison de l'architecture, un rôle très important pour la promotion et la valorisation de l'architecture dans notre région. C'est Pierre Vive, qui est aussi une institution très fortement impliquée dans la promotion, l'animation de l'architecture à travers le département de l'Hérault. C'est tout le réseau des villes et pays d'arrêt d'histoire qui, par essence, a un lien très étroit avec le ministère de la Culture et de la Communication, puisqu'il émane de notre ministère. Donc c'est toutes ces villes et c'est tous ces territoires qui ont pour vocation de mettre en valeur le patrimoine et d'animer ces territoires. Alors ça va de Nîmes, Uzès, c'est aussi Mandé-Lothan-Gévaudan, enfin il y a énormément de Nîmes, Perpignan, chacun pourra ensuite éventuellement se présenter. C'est aussi les parcs naturels régionaux, en tout cas le parc naturel régional par exemple Méditerranée de la Narbonnaise, mais le réseau par rapport au mois de l'architecture a vocation à s'élargir puisqu'une des missions importantes des parcs naturels régionaux c'est la prise en compte de l'architecture dans les politiques d'aménagement et de préservation. Un mot là-dessus, juste, je t'interromps juste très brièvement pour dire que, par exemple, pour le parc naturel du Haut-Languedoc, on va voir avec la fusion des deux régions un atout, une opportunité particulièrement intéressante, puisque c'est un parc qui est déjà lui-même divisé entre les deux régions, et dont on peut penser que la réunion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon devrait permettre de favoriser la cohérence et le développement d'actions conjointes, comme on espère évidemment que le mois de l'architecture rayonnera au-delà de nos actuelles frontières. Alors c'est aussi des associations comme Café Patrimoine et Architecture, alors, qui a pour vocation, à partir d'un thème, d'animer le débat, la discussion, la réflexion autour d'un verre de l'amitié, je crois notamment, et qui est présent dans toute la région, notamment dans le mois de l'architecture, à Perpignan, à Montpellier. C'est l'association Champs Libres, le Festival des architectures vives, moment fort du mois de l'architecture à Montpellier, mais vous aurez l'occasion sans doute de nous en parler tout à l'heure, Louis. Et une manière d'investir des lieux fortement chargés patrimonialement avec des interventions d'architectes, d'artistes à Montpellier et à la Cambodge par exemple. C'est le centre d'art Fenêtre, cette association très fortement impliquée à travers des expositions, des présentations, la valorisation. Donc, par exemple, l'architecte Jaume
qui est un petit peu, par ce terme, enfin l'élément vedette du mois de l'architecture de votre association, c'est l'architecte qui a énormément bâti à Montpellier, diverses universités, l'ancienne mairie, vous aurez l'occasion d'en parler aussi. Alors cette année, du coup, on s'est dit qu'à la DRAC, parce que jusqu'à présent vous avez travaillé, on s'est dit qu'on allait un peu travailler à notre tour quand même, c'était bien. Donc on vous a proposé un nouveau rendez-vous, vous avez des petits programmes qui sont là, donc les midis de l'architecture. Donc tous les jeudis pendant le mois de l'architecture, vous aurez une conférence à la DRAC à midi. Et puis Catherine Dumont, qui est conseillère pour les arts plastiques à la DRAC, a proposé l'installation que vous avez vue en rentrant. Donc, ce grand concept effectivement d'écoquartier qui ce matin, lorsque je suis arrivée, j'ai vu le panneau et en fait je ne me rappelais pas qu'il devait y avoir un panneau dans le jardin et je me suis dit mais nous sommes vraiment très pauvres pour accepter des panneaux publicitaires dans le jardin de la DRAC. Je l'ai vu, donc je traverse la cour, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Enfin, bon, voilà. Voilà, dire aussi, parce que Patrice effectivement a cité les partenaires, donc vous allez voir dans le programme, vous allez retrouver les rendez-vous un petit peu incontournables, en particulier ce qui clôt tous les ans le mois de l'architecture, c'est bien sûr le Festival des architectures vives. Je crois que l'année dernière, j'ai vu 13 ou 14 000 visiteurs entre les deux sites. C'est absolument énorme, c'est la 10e année, en plus c'est l'anniversaire, donc c'est vraiment un moment phare, mais vous allez aussi découvrir peut-être d'autres choses. Alors je ne vais pas tout pouvoir citer, mais je voudrais citer la Biennale Images et Patrimoine quand même, puisque Patrice Rebond est là, donc l'association Nekpos, et vous pourrez nous en parler, puisque l'année dernière, Patrice est venu me voir en me disant on ne va plus le faire à l'automne, mais on va se greffer sur votre projet et on vient dans le cadre du mois de l'archi. Donc voilà, vous avez été plusieurs à vous rapprocher au mouvement qui a été lancé par ce petit noyau initial, ce noyau dur qui est toujours aussi actif, voilà, et qui propose énormément de choses tous les ans. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint ce mouvement. Alors moi je ne peux que souhaiter que ça continue et je me dis que dans le cadre de la fusion justement avec Midi-Pyrénées, j'espère que nos collègues des Midi-Pyrénées vont approcher ce wagon qui est quand même déjà bien lancé et que l'année prochaine, dans le cadre de la grande région, nous ne présenterons pas 100 mais 200 au moins événements sur l'ensemble du territoire, du nouveau territoire régional. Voilà, merci. Et on s'est posé la question de savoir si on allait nous proposer un peu en notre nom propre, sans faire de jeu de mots évidemment par rapport à l'habitation, mais si on allait proposer finalement quelque chose au nom de l'école, et puis je me suis dit que non, c'était finalement ce qui me paraissait plus important, et aussi en soutien de l'opération elle-même, c'était d'offrir la possibilité d'être, nous aussi peut-être, en jouant les petits frères un peu de la DRAC, d'être les partenaires à part entière et d'offrir la possibilité à tous ceux avec qui on avait envie de travailler, finalement, de leur apporter notre concours, de leur apporter notre soutien sous des formes très différentes qui allaient jusqu'à la possibilité d'abriter des expositions, donc ça c'était très important, de financer parfois, de financer aussi certaines opérations, enfin d'être dans un complément financier finalement, et puis finalement de montrer que cette école était par définition un lieu ouvert à tous et qu'on avait besoin justement que les partenaires qui avaient en commun avec nous cette sensibilité, pour pas dire cette passion de l'architecture, aient vraiment envie de supporter au sens anglo-saxon l'école d'architecture en région et en grande région maintenant, même si évidemment l'intérêt d'avoir deux écoles est encore plus avéré. Donc je ne doute pas évidemment que l'année prochaine, ma collègue et moi-même, nous puissions développer des choses en commun, ou en tout cas être sur deux positions qui permettent d'abriter les différents projets qui pourront éclore. Donc voilà, donc merci de nous avoir fait une place vraiment très importante, puisque comme on le rappelait la première fois, si vous voulez, quand c'était vu, on était non pas nulle part, mais partout. Alors c'est un espèce de paradoxe, et ce qui nous a permis, et là encore, c'était très gentil de votre part, d'avoir presque en quatrième de couverture, non pas une publicité, mais un clin d'œil sur l'école d'architecture et l'intérêt d'avoir une école d'architecture en région, ce qui n'existe pas dans toutes les régions. Donc ce qui était très important. Donc bravo pour cette troisième édition, et on sent déjà émerger l'excellence de la quatrième. Donc l'ordre participe bien évidemment à ce mois de l'architecture. Alors pour ma part, je suis architecte, donc bien évidemment dans la partie. Je représente l'ordre au titre de vice-présidente depuis 1 an et demi. Voilà, donc cette année, dans le cadre de ce mois de l'architecture, l'ordre a organisé 2 événements. Le premier étant donc le 29 mai, les rencontres annuelles de l'architecture, et le deuxième,
le 12 et 13 juin, les journées portes ouvertes. Voilà, donc le 29 mai, c'est un événement qui s'adresse essentiellement aux personnes qui sont inscrites à l'ordre, mais c'est ouvert, ouvert aussi au grand public. Alors c'est gratuit pour les inscrits et ouvert au grand public, moyennant 20 €, voilà. Donc cette journée, cet événement se déroule sur une journée entière. Cette année, il va se dérouler à Aigues-Mortes. Donc le matin, il s'agit de la présentation, de la prestation de serment des jeunes inscrits, suivi d'une assemblée générale qui va beaucoup tourner cette année autour de la réforme territoriale, puisque c'est un sujet bien évidemment d'actualité avec la fusion des deux régions, tant au niveau architectural que culturel, bien évidemment. Ensuite, on a un petit cocktail qui sera servi sur une péniche en face les remparts, donc sur le canal du Rhône à 7. Ensuite, nous avons des conférences, donc 3 conférences qui sont organisées l'après-midi intramuros dans la salle Nicolas Lasserre. Alors le thème cette année développé est dans la continuité du thème de l'an dernier qui était l'architecture modeste et magnifique. Donc on continue un petit peu sur ce fil conducteur de l'architecture au quotidien et cette année nous allons parler du grand thème de l'architecture pour tous avec 3 conférenciers qui ont des démarches en tout cas intellectuelles ou philosophiques et des approches de l'architecture assez différentes mais complémentaires et très intéressantes. Voilà. Ensuite nous avons la remise du prix étudiant, la remise du prix Mon meilleur projet qui est un prix organisé par l'Ordre des architectes. Et pour finir, on retourne sur la péniche pour une balade de 2 heures en fanfare sur les canaux. Voilà, donc ça c'était pour la journée donc, du 29 mai. Ensuite, dans le 12 et 13 juin, les architectes ouvrent la porte. Alors là aussi, c'est un événement à l'initiative de l'Ordre. C'est un événement qui a pris, qui a été engagé en fait par au départ la région Aquitaine qui regroupait simplement les régions Grand Sud et aujourd'hui cet événement a pris une ampleur nationale puisque toutes les régions de France sont représentées. Voilà. Donc ça c'est par contre une manifestation orientée vraiment vers le grand public, c'est vraiment pour rapprocher le grand public du métier d'architecte. C'est sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Le vendredi, certaines agences s'orientent plutôt sur des activités, on va dire type atelier pour les scolaires, tandis que le samedi, voilà, c'est ouvert à tout le monde. G-City, c'est un partenariat avec la Gazette qui est également là, qui permet de découvrir des bâtiments récents ou des quartiers de la ville de Montpellier et de Lille également. On a également nos ateliers CAPLA qui sont destinés aux enfants en partenariat avec Sorens. Ça aura lieu le 23 mai et le 20 juin. Et on a également 3 expositions qui vont tourner. Donc la première, dont a parlé M. Deray, qui va être inaugurée demain, qui est Jardiner la ville, qui vient de la cité de Chaillot et qui est une exposition atelier à la destination des enfants. Et effectivement, nous, la vocation de la maison d'architecture, c'est de s'adresser à tous les types de publics. Donc les différents événements que nous proposons s'adressent à des publics assez différents. Parce que notre vocation, c'est vraiment de toucher tous les types de publics en vulgarisant la culture architecturale. La deuxième exposition, c'est 40 ans d'architecture remarquable en Languedoc-Roussillon. Ça, nous l'inaugurons ce soir à Pézenas, à l'Office du tourisme. Et pour terminer, nous accompagnons les JPO de l'Ordre en exposant à l'atelier d'urbanisme de Perpignan notre production, c'est une autoproduction, l'exposition La Dynastie des Carliers qui a déjà tourné à Béziers et à Montpellier et qui est une magnifique, on va dire, histoire d'une famille sur 3 générations, mais qui parle également du territoire de toute la région et de l'évolution de l'architecture sur 100 ans. Et dans le cadre du mois de l'architecture, donc cette année, nous travaillons avec l'école d'architecture pour proposer une conférence commune de Martin Rauch, qui est un spécialiste de la construction contemporaine en terre crue. Il intervient avec les plus grands architectes, notamment
notamment Herzog et de Meuron, Anna Ehringer. Donc avec le master environnement et milieu, nous proposons donc cette conférence le 21 mai à Pierre-Vive. Alors c'est un Autrichien, mais ce sera traduit pour ceux qui ne maîtrisent pas l'allemand comme moi par exemple. Donc une première collaboration, une deuxième collaboration avec la Fenêtre, où nous avons décidé de nous associer à l'exposition Jaulmes-Médéon, puisque parce que il y a un certain nombre d'archives du fonds Jaulmes qui sont conservées aux archives départementales, et donc nous avons proposé à la Fenêtre de venir animer des ateliers. Il y aura un premier atelier qui aura lieu le 11 juin, qui est un atelier archi-lecture qui permet à du grand public qui n'aurait pas fait d'école d'architecture de comprendre un peu mieux comment ça se lit l'architecture. Donc c'est un atelier proposé par les archives départementales. Et nous avons un deuxième atelier qui est un atelier Lego. Nous n'avons pas les capes là, mais nous avons un partenariat avec Lego qui marche très très bien aussi, où là nous proposons de faire des constructions pour les enfants, donc à partir de Lego et autour de l'architecture de Jaulmes. Donc ça, ce sera le 24 juin après-midi. Et puis, bravo encore et merci à la DRAC d'avoir su initier cette manifestation et ce réseau. On fait appel à une photographe et plasticienne, Audrey Guiraud, qui a choisi 3 bâtiments contemporains et qui les a, un sur chaque territoire, qui les a photographiés. Donc il y a une exposition dans chacun de ces territoires sur ces 3 édifices. Donc c'est une très belle initiative du réseau Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire. Oui, c'est vrai que la Lozère est partie prenante, et je sais que le CAE participe aussi à la présentation de la chapelle du Mas d'Orsières, l'édifice contemporain sera présenté à cette occasion. 270, je crois que c'est le nombre de kilomètres qui séparent les 3 villes. Enfin, il y a tout un thème, et c'est encore une fois la preuve d'une action collective de structures qui travaillent ensemble sur un parcours pour faire découvrir l'architecture. Et j'ajouterais qu'on prend bien garde, vous vous en doutez, avec la Patricien 30, jamais oublié la Lozère. J'ai promis de t'en parler, mais merci d'être venu, ça me fait plaisir. Donc on organise essentiellement des rencontres autour de personnalités de l'architecture, des arts de l'espace plus largement. Des rencontres qui sont le plus possible conviviales, dans des lieux qui le permettent en tout cas. C'est pourquoi c'est essentiellement dans des cafés, sous la forme de conférences-débats qui sont organisés dans divers lieux de la ville et de la région, comme soulignait Patrice. Donc voilà, c'est une formule qui permet à des publics qui ne se sentent pas forcément légitimes pour se rendre à une conférence de venir voilà, aborder l'architecture en venant par exemple boire un verre dans un café. Donc ça permet, et on a beaucoup de retours là-dessus, à des personnes de découvrir le sujet, un sujet auquel ils pensaient ne pas avoir accès. Donc c'est la récompense de cette action essentiellement. Donc on organise pour le mois d'architecture 4 dates. Donc la première c'est demain, le 13, qui va être une conférence de Nicolas Duru, architecte et urbaniste et enseignant, sur le dessin d'architecture et le dessin et l'architecture à portée de la main. Une conférence avec un atelier de dessin, une conférence avec la présence de Kinya Maruyama, qui est en résidence à l'abbaye d'Aniane. Donc ça se passe à l'abbaye d'Aniane, dans le jardin et dans la chapelle. La deuxième rencontre, c'est le 20 mai, la ville organoleptique, l'espace public comme catalyseur de la logique urbaine, un titre un peu étonnant, mais c'est une rencontre avec Carmen Santana, architecte installée à Barcelone notamment, enfin, franco-chilienne et barcelonaise, qui va parler de l'espace public et de la ville comme espace sensoriel, d'où le titre de organoleptique. Ça va se passer à la Grande Brasserie, à côté du Gaumont Comédie, et non pas à la Panacée comme c'était prévu initialement. Le 27 mai, nous avons une rencontre donc, avec Thierry Lochard et Jacques Coutier à Perpignan, dans le cadre
donc il va parler de l'architecture du XXe siècle à Perpignan et du label patrimoine qui a été attribué à 5 quartiers et 8 édifices dans la ville. Donc il y aura une visite de la Maison Rouge, qui est un café-restaurant et qui fait partie de ces édifices, qui est tout à fait remarquable. Donc c'est à la Maison Rouge à Perpignan, le 27 mai. Le 3 juin, une conférence débat aussi avec Vincent Rigassi, qui est architecte grenoblois, qui est notamment auteur des locaux du bureau d'études ISUBA à Metz, un bureau d'études énergétiques, en bois et paille. Donc c'est des procédés assez innovants, mais il va surtout parler des aspects constructifs, bien sûr, de l'architecture écologique, mais aussi des aspects sociaux et culturels. Ça se passera au Centre d'art La Fenêtre à Montpellier. Voilà, c'était aussi programmé à la Panacée, mais comme certains le savent, on nous a demandé de ne plus intervenir à la Panacée. On s'est fait simplement virer de la Panacée, voilà, pour le dire pro. Voilà, sans aucune explication. Alors qu'on devait signer, on était sur le point de signer une convention avec l'administration et on nous a signifié la semaine d'après qu'on ne pouvait plus faire les cafés à la Panacée. Alors on a demandé des explications, on n'en a aucune pour l'instant, donc toutes les suppositions sont possibles. Voilà, mais en tout cas, bon, c'est pas... voilà, si quelqu'un a des idées, je l'attends, peut-être pour des événements plus institutionnels que ce qu'on fait, je sais pas, en tout cas... On ne crée pas de tapage nocturne, c'est un autre. Voilà. Donc voilà, bon, on se déplace, on change de lieu, on a l'habitude, ça fait que c'est le 7e lieu quand même qu'on occupe, donc c'est le prix de la liberté, on le sait. Voilà. Donc, à l'occasion de l'apparition du prochain carnet du parc numéro 16, consacré au chalet de Louis-Sol, pas au château. Alors, c'est le travail de Christian Jacquelin, ethnologue qui a longtemps travaillé ici. Voilà, qui est largement estimé par tous, et de Sylvie Goussot-Poulos. Voilà, je tenais à le signaler. Ça devrait déboucher sur une exposition. Et en tout cas, à la médiathèque André Malraux sera présenté en avant-première cet ouvrage remarquable. L'exposition Hague de Vie Noire, le basalte de Pour Nature, présente l'architecture de la cité sur 2600 ans d'histoire, bilan la pierre et les techniques de construction. Voilà, tout ça dans le programme de l'architecture. Une intervention assez forte de la VIDA que je tenais à souligner. Donc cette année-ci, nous avons 2 expositions. Une première qui est, que nous présentons à l'école d'architecture de Montpellier, qui fait l'amabilité, la gentillesse et l'intérêt en tout cas pour présenter dans ses murs le travail de Bernard Cohn, qui est une exposition que nous avions présentée à la Fenêtre il y a de cela 4 ans, qu'on a reformaté pour l'école. Il nous a paru, et le directeur d'école est bien d'accord avec nous, qu'il est intéressant de montrer ce travail d'un architecte qui est un pédagogue de vocation à un public d'une école qui se renouvelle par définition et qui donc n'avait pas eu l'occasion de voir cette exposition quand on l'avait présentée il y a 4 ans de cela comme première exposition à la Fenêtre. Donc on est heureux de pouvoir faire cela dans l'entrée de l'école, dans le cube, qui s'appelle le cube à l'école. Je crois que ça sera un beau travail qui sera présenté. Et dans la foulée de cette exposition, on a autour du travail de Bernard Cohn, qui est architecte, qui a construit à Montpellier, par exemple, l'extension du palais de justice qui est situé le long du Pérou. On voudrait avoir une idée de ses réalisations, mais qui a fait beaucoup d'autres réalisations en France, dont notamment la ligne 14 du métro, notamment la Bastille de Gare de Lyon, qui est magnifique. Il arrive à éclairer, etc. Donc Bernard Cohn viendra faire une conférence à l'école, je crois que c'est le 20, je ne vais pas me tromper, le 27 mai, qui sera aussi l'occasion de présenter un ouvrage qui a été réalisé par la Fenêtre, dans le cahier numéro 2 de la Fenêtre, autour de son travail. Ouvrage qui reçoit l'appui financier de l'école, je le remercie, et aussi de la DRAC qui nous appuie dans cette opération. Et donc on présente l'ouvrage et Bernard Cohn fera une rencontre avec le public autour de son ouvrage. Ça c'est pour le mois de mai. Alors en juin, évidemment le gros de notre opération c'est autour du cabinet Jolme et des Ondes.
Le cabinet Jolmes et Deson est un cabinet qui a été extrêmement actif dans la ville de Montpellier, je dirais des années 60 à la fin des années 80, au début des années 90. C'est un cabinet qui a participé au renouveau de la ville à une époque avant Frêche. J'ai souvent l'impression que Frêche a commencé le développement de la ville, mais avant lui, il y a eu de grosses opérations qui ont été faites dans la ville de Montpellier, vers le nord, tout le quartier des universités par exemple, qui comprend beaucoup de réalisations, les hôpitaux, bien sûr la paillade. Donc pour dire qu'il y avait une projection dans Montpellier vers le nord, et ils ont participé à cela, mais aussi c'est eux qui ont construit, bon bien sûr, l'université Paul Valéry qui a été déclaré patrimoine du XXe siècle, et sur lequel la DRAC a fait un très bel ouvrage, dont vous verrez des traces dans notre exposition, mais aussi on fait la nouvelle mairie, enfin plutôt l'ancienne mairie de Montpellier, la mairie des Polygones, c'est les réalisateurs, qui ont bâti l'usine IBM qui a été pour Montpellier un moment très important, parce que l'usine IBM c'est aussi un centre neuf qui est arrivé, ça a contribué à ce dynamisme de la ville, et donc il nous paraissait important d'avoir une sorte de réflexion patrimoniale sur ce qu'a été une agence qui a marqué la ville, alors que souvent, tout le monde connaît ces édifices, mais personne n'imagine que derrière eux, il y a les mêmes auteurs, le même cabinet d'architecture, qui était un cabinet qui a aussi construit des villas, etc., qui était donc très actif à cette époque, et qui a aussi pour particularité, surtout au travers de Philippe Jolmes, d'avoir, et c'était le travail de Philippe Jolmes quand il a passé son diplôme d'architecture à Paris, d'avoir créé un concept de cinéma total, un cinéma total qui a fait l'objet d'un développement à Montpellier et aussi à Paris ensuite, et qui était dès le départ pensé comme un appui aussi à l'architecture, car c'était un moyen de voir les volumes, enfin d'entrer dans les volumes plutôt que de les voir devant soi. Donc dans la fenêtre, il y aura une présentation du cinéma total, et en septembre, puisque l'exposition va durer jusqu'en septembre, le cinéma total dans une forme réduite sera installé dans la fenêtre et on pourra voir des films tournés avec le fisheye. Et donc vraiment l'impression d'être à l'intérieur du volume architectural, c'est extraordinaire comme impression. Et enfin, Philippe Jolmes, si j'espère qu'il sera assez vaillant, doit faire une visite guidée de l'université Paul Valéry en fin juin. S'il ne peut pas se déplacer, il est actuellement un peu fatigué. On trouvera quelqu'un qui aura la DRAC sûrement, qui nous permettra d'accompagner cette exposition. Petit à petit, donc, nous est venue l'envie d'aller un peu plus loin et donc d'inviter des artistes et des photographes qui abordent la question de la ville, de l'espace urbain et de l'architecture à travers un événement qui s'appelle les Rencontres Images et Ville, qui est créé depuis 2005. Donc nous sommes très heureux, voilà, je voulais aussi le dire, de participer au mois de l'architecture. Vraiment, pour nous, c'est une grande joie, un honneur aussi, parce que c'est vrai que c'est une reconnaissance de notre travail depuis des années. On essaie évidemment, à travers notre action, d'intégrer différents publics, notamment même un travail dans les quartiers qui est assez poussé, qui est assez profond depuis des années aussi. On a une antenne d'ailleurs dans le quartier de la Zuc Nord à Val-de-Bourg, qui est un quartier sensible et ancien de Nîmes, qui connaît des problèmes assez récurrents. Donc là, on travaille depuis déjà, on va dire, une quinzaine d'années. Alors ça s'est amplifié les derniers temps, mais voilà. D'ailleurs, voilà, ces quartiers font partie de toutes nos actions. On les intègre régulièrement, et les enfants et les jeunes qui travaillent, qui sont dans ces quartiers participent à des ateliers. Suite à la création des Rencontres Images et Ville, vous voyez, c'est comme une sorte de jeu de poupée russe. Il y a les regards sur la ville, les Rencontres Images et Ville. Et puis parce que l'art m'intéresse beaucoup et la place des artistes dans la ville m'intéresse beaucoup, j'ai décidé en 2011 donc, de lancer cette biennale qui s'appelle Images et Patrimoine, et qui permet donc d'inscrire justement l'artiste dans la ville et de voir, je dirais, qu'est-ce qu'il a à dire sur cette ville, sa place dans la ville. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, parce que je crois que l'art a beaucoup à apporter à notre espace urbain et à la ville, évidemment. Donc du coup, la Biennale Images et Patrimoine s'intéresse depuis 2011 à des thèmes qui concernent l'espace public. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'espace public. Je ne sais plus si c'était vous, peut-être, ou vous. Enfin, en tout cas, voilà, cet espace public qui est très, très important et qui nous concerne tous. J'interviens moi-même en tant qu'artiste dans l'espace public. Le film Christophe pourrait vous en dire un mot. Ensuite, donc, la deuxième thématique de la deuxième biennale était la ville générique. C'était un hommage à un grand architecte qui est Rem Koolhaas aussi. Qui nous a permis donc d'aborder voilà, cette
nouvelle ville hein, qui est en train de naître depuis déjà une vingtaine, trentaine d'années, mais qui, par exemple, à Nîmes, est un phénomène assez, on va dire, récent. Hein. L'implantation au sud, notamment de toutes ces zones commerciales et de ces zones d'activité, nous a vraiment très vivement intéressés et conduit à nous porter vers elle, à l'étudier de plus près. Donc la Biennale Image et Ville aussi, Image et Patrimoine s'intéresse à la parole des professionnels. Donc nous avons invité pour la ville générique des spécialistes de l'urbanisme, des architectes. Cette année, donc, pour en venir aux faits, parce que sinon je pourrais en dire beaucoup, nous avons une quarantaine d'événements qui se déroulent. Donc, les rencontres Image et Ville ont démarré déjà, le 28 avril dernier. Elles vont se clôturer donc, en juillet, en sortant carrément de la région, d'ailleurs en PACA, à Arles. Nous avons un événement très important qui, je pense, pourra nous rassembler tous, si vous le souhaitez. C'est des rencontres universitaires qui se tiennent donc, à l'université de Nîmes, sur le site Vauban, et qui vont aborder la thématique de la 3e biennale, donc, qui se porte sur le rapport de la ville à la carte, et notamment comment les artistes utilisent la carte et la cartographie dans leur travail, bon, depuis assez longtemps maintenant. Mais récemment, c'est vrai qu'il y a des artistes très, je dirais, impliqués dans cette question-là, notamment Till Roskens, par exemple, qui est un conteur, artiste et parcoureur de ville qui est allemand et qui habite actuellement à Marseille. Nous allons inviter aussi Bublex, Alain Bublex, qui est un artiste qui va faire une installation in situ dans notre galerie, qui est notre siège et qui est située dans le Némosus de Jean Nouvel. Donc ces rencontres auront lieu le mardi 16 juin à l'université, hein, pour cet événement particulier d'intervention d'artistes et de professionnels de la carte. Notamment il y aura Jean-Luc Arnaud par exemple, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a créé le site et la banque de données Cartomundi, qui est à Aix-en-Provence. Enfin, lui il est de Aix. Il y aura aussi par exemple un représentant du SIGLR, voilà, Clara Lévesque. Et des artistes comme Till Roskens par exemple, ou Armel Caron, qui est plus proche de nous, à 7. Des photographes, Laurent Guenot, des artistes qui interviennent dans l'espace public aussi, comme Yves Bureau. Il y a une personne, mais je l'ai gardée pour la fin, parce qu'il nous accompagne depuis des années dans ce travail autour de l'architecture et de la qualité architecturale, qui n'a pas pu malheureusement être parmi nous aujourd'hui, c'est Patrick Mauger, notre architecte conseil, que je tiens à remercier vivement. Et je voudrais que vous puissiez profiter, mais on va le faire aussi bien peut-être plutôt dehors, quand on sera face à l'œuvre, que vous profitiez de la présence du cabinet architecture pour échanger avec eux sur la création donc, qui a été installée dans nos locaux. C'est l'occasion pour la DRAC, en accueillant cette création, de rappeler une vérité qui, comme toutes les vérités, est souvent bonne à dire, bonne à rappeler, que certes, la DRAC, c'est une maison de la culture, entre guillemets, ou en tout cas un des acteurs de la vie culturelle dans une région, mais ce sont aussi, on l'oublie parfois, c'est pas qu'une administration. L'administration, c'est un outil, c'est un moyen qui permet de mettre en œuvre une politique publique, et cette politique que nous essayons de mener, c'est une politique qui est une politique culturelle. Et ce sont aussi des gens à l'intérieur de la DRAC, des gens de culture, et la DRAC c'est leur maison, aux artistes, aux architectes et à ceux qui participent avec nous, qui nous aident à essayer de partager tous ensemble ces valeurs qui nous réunissent. Voilà, merci. Le mois de l'architecture, ce n'est pas une création de la DRAC lors de l'occasion, parce qu'on a déjà qui est peut-être le premier, je crois, c'est Normandie, donc haute et basse. Il y a aussi Poitou-Charentes qui est extrêmement actif, et il y a Île-de-France qui va commencer. Donc voilà, donc Île-de-France, évidemment, je pense qu'ils auront plus de 100 animations. En Poitou-Charentes, je ne sais plus, je crois qu'on doit être à la 7e ou 8e édition et à peu près à la 10e en Normandie. Et effectivement, ils ont atteint ce chiffre d'une centaine d'animations depuis plusieurs années.
Donc ce que je peux dire, c'est que effectivement, c'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure. La première année, je crois qu'on en a eu 64, la deuxième année 73, et cette année 104 ou 105, quelque chose comme ça. Donc on voit bien que ça prend. Alors après, mesurer, moi je me suis beaucoup posé la question de savoir comment on pouvait mesurer. J'avoue, j'ai laissé un peu tomber. Maintenant, je me dis qu'on va faire et on mesurera si on peut. Alors, ce que l'on peut mesurer, c'est qu'effectivement, en tout cas, ça a permis de mettre en place une vraie dynamique, ça je crois. Ça a fait un réseau, ça a facilité les partenariats. Bénédicte Pierre-Vic le disait bien tout à l'heure, et effectivement, on a vu qu'il y avait ces partenariats qui se nouaient, donc des choses qui se créaient. Une meilleure irrigation aussi du territoire régional, parce que ça, la première année, ça nous a frappé. Tout se faisait autour de Montpellier et de Nîmes. Et après, c'était le grand désert. Alors, la carte, elle n'est pas toujours forcément favorable, parce que vous voyez les grands vides. Mais bon, ça permet aussi de travailler sur ces vides. Mais on voit bien qu'il y a des endroits où il y a moins de vides. Cette année, il y a quand même 7 animations en Lozère. Alors, ça paraît peu, mais on a quand même plus que doublé. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a travaillé. Alors après, du point de vue des publics, alors j'ai envie de dire que certains des acteurs qui sont présents ne nous ont pas attendus pour avoir beaucoup de public, et c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés à traîner le public en jouant le jeu, en mettant partout dans l'architecture. Je pense par exemple au Festival des architectures vives, en communication, ils sont bien plus efficaces que ne sera probablement jamais la DRAC. Faisons tout ce que nous pouvons, mais on fait aussi avec les moyens qui sont les nôtres. Voilà, après c'est un petit peu difficile de quantifier. Je ne suis pas sûre que ça ait fait que Alain Doré ait vu arriver 25 000 étudiants pour s'inscrire à l'école justement. Je l'agacais, car le plaisir de vous dire que le nombre de candidatures, grâce d'ailleurs au mois d'architecture, bien évidemment, a été multiplié par 10. C'est tout à fait incroyable. Bon, non, évidemment, ce sont des bêtises, mais cependant, il y a un véritable engouement pour les études en architecture, et c'est vrai que pour l'ensemble des écoles, ça progresse. Alors, je serais heureux de dire que c'est bien sûr notre école qui est en numéro 1, elle l'est quant au cœur et à l'esprit. En nombre, je ne pense pas vraiment. C'est une question qui est évidemment pertinente en soi, le problème de l'évaluation. En même temps, il faut quand même se rendre compte que les politiques de la culture ne sont pas des politiques qui s'évaluent de manière aisée. Les graines qu'on peut semer quand on se préoccupe de présence artistique dans les quartiers, quand on se préoccupe de visite, quand on fait venir des enfants dans des musées, etc. Ce sont des graines qui lèvent malheureusement sur un temps qui est bien supérieur à celui d'une saison agricole. On est plutôt sur 5 à 10 ans pour qu'un public se transforme, pour qu'une éducation au sens non pas scolaire, mais réellement d'une familiarité se crée, se noue avec l'ensemble de ces nouvelles pratiques. Donc c'est extrêmement difficile d'évaluer ce type de politique. Alors c'est particulièrement compliqué pour nous parce que notre époque aujourd'hui qui est tendue, vous l'avez remarqué sur le plan financier, plus on se tend, moins on a d'argent, plus on cherche des résultats immédiats. Ce qui, évidemment, dans le domaine des politiques culturelles, est particulièrement inadapté. Le temps politique est rarement celui de la culture. Le temps d'un mandat ne permet, quel que soit le mandat, 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est très court pour développer une politique culturelle. Dites-vous qu'aujourd'hui, dans notre France contemporaine, ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est ce qui a été semé entre 1960 et 1980 en termes de développement de pratiques culturelles, d'équipements, de théâtre, de spectacles, etc. Et pareil pour les musées. Donc il faudra interroger, je pense qu'on sera à même de vous donner une réponse dans 15 ans. Dans 10 ou 15 ans, quand on... Pardon. On peut peut-être répondre un peu parce que quand même ce qu'on peut dire c'est l'architecture en fait, et là on peut mesurer parce que c'est à la Chartreuse, c'est un lieu clos, donc on compte. Cette année ce sera la 4e édition. Les 2 premières années nous avons eu entre 500 et 600 personnes et franchement j'avais un peu l'impression que c'était de l'entre-soi, j'étais un tout petit peu désespérée pour ne rien vous cacher, et on s'était dit que 2014 était notre dernier essai. Enfin, pour essayer, on a eu 3000 personnes, on a eu 2000 personnes le samedi et on a eu 1000 élèves du lundi au vendredi. Donc là j'ai
envie de dire oui, ça marche. Et c'était vraiment, pour le coup, ça ressemblait vraiment à une fête. Donc c'était plutôt bien. Donc vous voyez, il y a une 4e édition qui sera encore mieux que la précédente. Donc j'espère que cette année, on aura 4500 personnes. Voilà, parce que la Chartreuse supporte 4500 personnes. L'année dernière, à 2000 dans la journée, on n'était pas serré. Donc vous pouvez déjà annoncer partout, on peut être 4500. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ça rentre tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame. on a vu que les manifestations étaient extrêmement diverses. Est-ce que lorsque vous lancez le mois de l'architecture, vous donnez un fil directeur? Non. Que pour la fête, que pour l'architecture en fait, où il y a un thème. Sinon, lancer vraiment un fil directeur, c'est très très réducteur. Mais ce que je disais, c'est que les effets que l'on voit, c'est effectivement sur les lieux. Et si vous regardez le calendrier, vous verrez que si vous le prenez, quasiment pendant tout le temps de la fête, vous pouvez faire quelque chose tous les jours. Pendant le mois de l'architecture, vous pouvez faire quelque chose tous les jours, quelque part dans la région. Et il est impossible d'ailleurs de faire en un mois la totalité des manifestations qui sont au programme. Alors, une autre raison pour ne pas faire de fil directeur, c'est que c'est pas à vous et à vous tous que j'apprendrai que la culture, c'est quand même d'abord un outil de liberté. Si on a le seul thème en fait conducteur qu'on ait, c'est l'architecture elle-même. Et après, je crois que c'est à chacun de nos partenaires d'apporter son propre regard. C'est tout l'intérêt des politiques culturelles que d'être le fruit, la résultante de la convergence de regards venant de points différents. Et c'est le fait qu'on soit dans nos différences amenés à regarder le même objet qui nous permet d'enrichir le discours qu'on porte sur cet objet et en même temps de mieux le partager.